Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le webcast de l'IMO, le rendez-vous des professionnels de l'immobilier qui veulent prendre une longueur d'avance. À chaque épisode, j'invite un professionnel du secteur, agent, coach, innovateur, entrepreneur, pour nous partager leur expertise et leur vision de l'immobilier. Dans cet épisode, nous allons croiser l'expertise terrain de mon invité avec la donnée Le Bon Coin Immo. Ici, on parle stratégie, on parle performance, de ce qui fait vraiment la différence sur le terrain. Et à la fin de l'épisode, avec mon invité, on aura co-construit un document que vous allez pouvoir consulter pour activer tous nos conseils dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les agents immobiliers connaissent, mais qui est souvent sous-exploité. La fidélisation client et le parrainage. Parce qu'un client satisfait, c'est bien, mais un client qui parle de nous, c'est encore mieux. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Francis Lelon. Bonjour Julien. Hello Francis, ravi de t'avoir parmi nous. Ravi d'être là. Donc je vais te présenter en quelques mots. Tu es fondateur, l'ex-fondateur de Sarenza.com. C'était en 2002, je crois. Ouais, cofondateur, oui, tout à fait, on était trois. Et aujourd'hui, après 20 ans et plus de 20 investissements dans différentes startups, tu es maintenant cofondateur de Allegria Group, pardon. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on t'a choisi toi? Et d'ailleurs, on est ravis que tu sois venu aujourd'hui. C'est parce que tu es précurseur de l'affiliation client. Donc, tu as un peu bouleversé Internet à l'époque avec les programmes d'affiliation. Ouais, avec Sarenza, on était les premiers en France à faire de l'affiliation dès 2003-2004 et ça a été un vrai bouleversement. Tout le monde l'a fait ensuite et on est assez fiers d'avoir lancé cette activité ici. Génial. Merci beaucoup en tout cas. Donc, tu ne viens pas du monde de l'immobilier, mais c'est ce qui, justement, c'est ce qui est la valeur, c'est que tu vas pouvoir nous aider à avoir un peu de recul sur tes compétences, ton expertise, et on pourra peut-être faire un parallèle avec l'immobilier pendant cette émission. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment aider les agents immobiliers à ne pas laisser des opportunités passer et comment l'IA va les aider justement à pouvoir maximiser ces programmes d'apporteurs d'affaires. Donc, pour te donner un peu de contexte, comment est-ce que j'ai créé mes questions? C'est avec notre panel d'utilisateurs, donc des personnes qui sont sur Le Bon Coin Immo. On a 8000 personnes qui ont répondu à nos questions et on a pu du coup avoir un panel représentatif. Donc première question, on a vu dans cette étude que 64% des utilisateurs n'ont jamais pensé à recommander un agent immobilier après avoir fait une transaction avec lui. Le vrai problème, c'est un peu l'après-vente, que finalement l'agent immobilier, une fois la transaction effectuée, il ne va pas forcément reprendre des nouvelles de son client. Donc pour toi, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui est plus propice qu'un autre pour parler de recommandations et pour parler de ce système d'apporteurs d'affaires? Je crois déjà qu'on est sur un marché de cycle long. Donc tout l'enjeu, c'est d'abord de faire en sorte que quand on a un client, il reparte satisfait, voire peut-être même un peu plus que satisfait. Quand on a lancé Sarenza.com, on avait découvert Zappos aux États-Unis et son fondateur avait imaginé ce qu'on appelle aujourd'hui le wow effect, c'est-à-dire cette capacité à faire en sorte que finalement la relation commerciale qu'on va tisser avec un client, elle délivre plus que ce que les clients attendaient. Et beaucoup d'entreprises ont copié ça. Tony, le fondateur de Zappos, avait fait un très très bon bouquin sur le sujet. Donc il faut d'abord s'assurer que le client est content. Parce que bien évidemment, si la transaction ne s'est pas bien passée, la recommandation va être difficile. Et ensuite, l'autre enjeu, c'est d'être là au bon moment. Le client d'un agent immobilier, ce n'est pas quelqu'un qui, une fois la transaction faite, va avoir des occasions de penser au quotidien à son agent immobilier. D'ailleurs, il vaut mieux pas qu'il y pense parce que ce n'est pas forcément sur ça qu'on va l'attendre. Bien sûr, et ça donc, au risque d'être un peu trop commercial ou un petit peu trop dedans. Exactement, trop commercial, trop agressif. On n'attend pas d'avoir des nouvelles tous les jours de son agent immobilier quand on a fini une transaction. Donc il faut réussir, je crois, à regarder ce qu'attendent aujourd'hui les gens. Ils veulent être surpris. Ils veulent de la nouveauté, ils veulent de la qualité, ils veulent du contenu. Et il y a plein de moyens de pouvoir construire ça dans le temps quand on est dans cette situation-là. Moi, je ne suis pas très surpris qu'il y ait effectivement, qu'il y ait 64% de clients d'agents immobiliers qui disent finalement ne pas le recommander, parce que c'est quelque chose qui doit se construire dès le départ dans la relation et dans le temps. Et ça passe par la confiance et par la qualité. Ok. Et dans ce sujet, donc on va parler évidemment argent. Dans cette étude, on a posé encore une fois la question. Et 74% des utilisateurs sont à l'aise avec le fait de recevoir de l'argent, mais dans les verbatims, ils disent que c'est à l'agent immobilier d'être proactif pour proposer ce service. C'est vrai que des fois, quand c'est, on va recommander à quelqu'un de la famille, on a peut-être un peu de culpabilité à se dire qu'on reçoit de l'argent parce que c'est de la commission. Mais là, pour le coup, 74%, on est d'accord de dire que ce n'est pas un sujet. Oui, je crois que ça a beaucoup changé dans ces dernières années, en particulier en France, où l'argent c'est toujours un peu tabou. Et alors si on parle de l'argent dans les familles, c'est encore pire. Donc il faut, je crois, sortir un petit peu de cette réalité. Toute la question, c'est aussi la question de la transparence vis-à-vis
de la personne qu'on va recommander. Est-ce que je vais avouer, entre guillemets, que je vais prendre une commission en te recommandant quelqu'un à un ami ou pas? Ça, c'est quelque chose d'intime sur lequel, bien évidemment, il faut se poser la question chacun. Mais quand on fait une recommandation à un agent immobilier, ce n'est pas forcément quelqu'un de sa famille, ce n'est pas forcément non plus un ami proche, et donc il n'y a pas de contrainte là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant que les utilisateurs disent que c'est le rôle de l'agent immobilier finalement de le proposer, parce qu'effectivement c'est tellement plus simple quand c'est lui qui le fait, et je crois qu'il y a beaucoup moins de tabous aujourd'hui sur l'argent, en particulier avec les jeunes générations. On le voit aujourd'hui, ils sont tous à discuter d'argent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ils investissent beaucoup plus dans la crypto, en bourse, ils suivent des conseils, et on a tous besoin de plus d'argent. On est dans un pays quand même où la richesse s'abaisse. Une statistique est sortie il y a quelques jours montrant que maintenant on est en dessous de la moyenne européenne en termes de revenus par habitant, ce qui est quand même assez dingue. Donc tout ce qui permettra aux gens, et nous on le voit chez Allegria avec aussi ce qu'on propose, tout ce qui permet à chacun de pouvoir avoir plus à la fin du mois, eh ben, ça doit être exploité, et je pense que c'est cet axe-là qu'il faut prendre. Ok, c'est-à-dire que l'agent immobilier ou le mandataire, il a plutôt intérêt à flaguer un peu dans son CRM les personnes potentiellement à même à accepter ce format, mais est-ce que l'IA peut aider aussi à identifier dans les différentes relations que j'ai pu avoir ou dans les différents clients avec qui j'ai pu parler, qui va être susceptible d'accepter d'être apporteur d'affaires, justement? Je crois que tu as mis le doigt sur un point critique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outils pour faire ça bien à la disposition des agents immobiliers. Et c'est là où tout l'intérêt d'outils comme Airtable, par exemple, et du no-code va permettre très facilement à un agent immobilier de pouvoir prendre un outil comme Airtable, construire sa base de données connectée avec ses outils traditionnels pour pouvoir suivre tous ses clients et construire la relation qu'il veut faire. C'est-à-dire, par exemple, avoir un suivi de la qualité de la relation transactionnelle qui s'est effectuée, mais également enrichir la data automatiquement avec de l'IA dans Airtable, avec les champs d'IA qui permettent, par exemple, de pouvoir qualifier et scorer les différents profils. C'est sûr que entre un profil de client acheteur de 75 ans qui est plus dans le business et un jeune entrepreneur de 30 ans, on se doute bien qu'il y en a un qui va être plus à même de pouvoir à la fois apporter des leads, mais aussi d'accepter une rémunération. Donc, on peut aujourd'hui construire de l'enrichissement de la data avec des outils comme Airtable pour 20 $ par mois. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, il faut structurer cette démarche à la fois sur le plan, et là, l'IA peut aider à construire ce plan, parce que bien évidemment, on imagine toujours l'IA pour juste répondre à des emails ou ce genre de choses, mais non. Voilà, l'IA, c'est aussi un outil qui permet de construire un plan de fidélisation, un plan de partenariat avec ses clients, et ensuite de le dérouler avec les bons outils. Ok, c'est hyper intéressant, en tout cas l'outil dont tu parles, parce que j'ai pu faire un peu le tour de ce qui se faisait, et il y a certaines applications qui sont hyper pertinentes, mais avec des engagements de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce qui est quand même un modèle discutable, mais néanmoins, ils font le travail, donc c'est très bien. Autre question courte, comme tu sais, pour commencer ce webcast, 54% de nos utilisateurs estiment qu'une rémunération au pourcentage est la meilleure formule. Donc on a posé des questions, est-ce que vous préférez 200 €, 500 €, 700 € ou au pourcentage? Et 54% ont préféré au pourcentage. Pour donner une idée, quasiment l'autre moitié était à 500 €. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qui se fait aussi dans le business, ailleurs, pas seulement dans l'immobilier, mais partout, pour qu'on puisse donner un peu ce tips aux agents immo de comment se positionner? Ouais, je pense qu'il y a 2 critères qui sont très importants, c'est le montant de la transaction et le montant de la marge, en fait, de la commission qui est faite dessus. Je pense que c'est et c'est assez intéressant parce que 54%, c'est quasiment la moitié, c'est 50-50 entre 500 € ou un pourcentage. L'avantage des 500 €, c'est que c'est facile à imaginer, à se projeter et c'est facile à comptabiliser. Le pourcentage, ça fait plus rêver et donc ça va s'adresser peut-être à un autre type de personnes. Et moi, je pense que dans un contexte comme celui-ci, il faut laisser l'affilié choisir, tout simplement, et proposer les deux. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué à gérer. Il y a des gens qui vont être plus intéressés par et se projeter plus dans un montant fixe de 500 € et qui aura de la valeur pour eux. D'autres pour qui 500 €, c'est peut-être pas grand-chose et ils ne vont pas se projeter. Et ils sont sur des transactions plus élevées, et ils imaginent peut-être toucher plutôt 2 000 ou 3 000 € sur des biens à plusieurs millions. Donc je pense qu'il faut être flexible là-dessus. Les deux modèles me vont bien. Il faut juste construire un système d'information qui permette de gérer les deux automatiquement et il n'y aura pas de difficulté. Ok, ouais, c'est vrai, pas besoin de faire un parti pris. Non. Sachant que pour moi, par exemple, 500 €, je me dis,
c'est plutôt faire. Si on parle de pourcentage, j'ai l'impression d'être un peu sales, un peu plus dans la démarche commerciale, plus difficile à justifier si je recommande quelqu'un de ma famille par exemple, ou si je recommande un très très proche, de me dire que j'ai un pourcentage sur lui. Psychologiquement, j'ai l'impression que ça fait un peu plus… Il y a une troisième solution, c'est faire une rémunération par palier en fonction de la catégorie de biens. Ouais. Et ça pourrait être effectivement, je dis n'importe quoi, 500 € pour les biens jusqu'à 500 000 €, 1000 € pour les biens jusqu'à 1 million d'euros, et ainsi de suite. Et comme ça, il n'y a pas de discussion. Tu ne te sens pas, j'allais dire, contraint et poussé à faire accepter à la personne que tu connais un prix plus élevé. Donc tu n'es pas directement impliqué dans la valeur du prix, mais en même temps, 500 € sur un bien à 5 millions, ça va intéresser personne. C'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, moi je pensais un peu plus province, petit appartement, mais il y a des biens quand même d'exception. Pour ça, tu peux faire, à mon avis, des catégories et ça permettra d'avoir le meilleur des deux. Ok, très bien. Merci beaucoup, Francis. Donc on voit aussi que 70% des apporteurs d'affaires souhaitent être contactés seulement quand la transaction a eu lieu. Donc on imagine que l'apporteur d'affaires donne le lead, l'agent immobilier appelle le lead, et ensuite, il ne veut pas être recontacté au moment du R1, au moment des débats, au moment de la négociation, du R2, etc. Donc est-ce que la technologie peut aider à répondre à ces attentes, justement? Oui, je pense que c'est très important de faire la différence entre un apporteur d'affaires et puis un partenaire commercial. Ces gens n'ont pas à être partenaires commerciaux, ils sont juste apporteurs d'affaires. Donc ils donnent un contact, il faut une mise en relation et il ne faut surtout pas qu'ils interfèrent dans la transaction, c'est ni leur rôle et ce n'est pas ce qu'ils attendent. C'est interdit d'ailleurs, je crois. Je me suis un peu intéressé à quel contrat pouvait lier un agent immobilier et un particulier, parce que donc ce n'est pas entreprise à entreprise, c'est une facture lambda, mais par contre l'exigence pour être dans les normes, c'est que la personne ne fasse pas partie de la… Bien sûr, sinon il se transforme à ce moment-là en agent immobilier, sauf qu'il n'a pas les diplômes, il n'a rien, et donc de toute façon, d'un point de vue juridique, effectivement, il faut l'oublier, ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc il doit rester en dehors de la transaction, il fournit un lead, et effectivement, pour revenir à un outil comme Airtable, dans Airtable, tu peux tout à fait suivre l'évolution du lead et faire en sorte d'envoyer des séquences d'emails automatisées pour tenir informé la personne qui t'a mis en contact juste pendant le processus. Et quand la transaction est terminée, tu peux même lui envoyer automatiquement, par exemple, un email avec le montant à facturer. Et ça fonctionne très très bien et c'est très simple à mettre en place. En tout cas, ce qu'on a vu dans les verbatims, c'est payer le plus tôt possible au moment de la transaction le client pour éviter ce sujet d'argent, que ça dure, qu'on te paye le mois prochain ou le mois suivant. On le paye rapidement et là, au moins, ça vaut bien pour tous vécu. les systèmes d'apporteurs d'affaires et même pour tous les commerciaux d'une manière générale. Le commercial, par définition, lui, fin de mois, c'est non. Pour lui, il ne comprend pas. Donc, il envoie une facture qui n'est pas conforme, tu ne la payes pas, mais il ne comprend pas quand même. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est toujours le jeu. Nous, on a le même sujet chez nous avec nos commerciaux. Ça ne va jamais assez vite et il faut toujours les croire sur ce qu'ils écrivent sur leur facture. Donc non, il faut quand même mettre un petit peu de contrôle, il faut que tout ça soit organisé, mais effectivement, faire en sorte de traiter le sujet le plus rapidement possible est une bonne stratégie. On paye dans la semaine et au moins tout le monde est content. Ça serait parfait. Ce n'est pas un sujet qui reste avec Exactement. des petits… Ok, donc on voyait tout à l'heure que 74% des Français étaient OK avec le fait de recevoir de l'argent, ce qui implique que 26% ne sont pas très à l'aise. Donc pour ces personnes-là, est-ce que tu as des conseils? Comment les aborder? Est-ce qu'on les aborde ou est-ce qu'au premier refus, on dit OK, c'est stop? Non, je pense que la difficulté, la valeur de la transaction, la qualité de la relation avec ces personnes ne justifie pas que l'agent immobilier se transforme en convertisseur d'influenceurs ou de partenaires commerciaux. Ce n'est pas son rôle d'aller évangéliser sur le sujet de l'affiliation. Et donc, je pense que la proposition, elle doit être faite une fois et si elle est refusée, il ne faut pas insister. La personne en aura conscience. Si à un moment elle veut revenir vers toi, elle pourra toujours le faire, elle sait que ça existe, mais je crois que ce n'est pas son rôle d'insister, il a trop à perdre à être trop insistant. Je ferai une comparaison dans le domaine par exemple des banques d'affaires privées, ce n'est pas un milieu dans lequel les démarches marketing sont agressives, donc je pense qu'il faut éviter absolument l'agressivité. Ok, d'accord, très clair. Pour ceux qui rejoignent le webcast de l'IMO en cours, donc c'est un espace d'échange entre les réalités terrain et l'expertise de mon invité aujourd'hui. Donc évidemment, si j'ai eu à cœur de t'avoir aujourd'hui, d'ailleurs je remercie encore Christophe Molinari qui a pu nous mettre en ami contact. qu'on a en commun. Un très bon ami qu'on a en commun, effectivement. Donc c'est parce que tu es précurseur sur le no-code, sur l'IA, mais aussi sur l'affiliation. Et donc c'est là qu'on aura besoin de tes secrets, de toute ton expertise pour les questions qui arrivent. Donc concrètement, à quoi peut servir l'IA en termes d'affiliation? Alors,
D'abord, il faut savoir que dans le cadre des agents immobiliers, l'intelligence artificielle, ça devient un outil quotidien. Je ne croise pas un agent immobilier aujourd'hui qui ne me dit pas qu'il utilise l'IA régulièrement. La question, c'est, ça veut dire quoi utiliser l'IA? Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on arrive à la fin d'un premier cycle, qui était un cycle de découverte, où on va essentiellement utiliser un outil de type ChatGPT ou un concurrent, Claude, Mistral, Gemini, pour poser des questions et avoir des réponses. Ça, c'est bien. Je crois que tout le monde a compris l'avantage de ce mode d'utilisation, tout ce que ça pouvait apporter. Mais tout le monde s'est bien rendu compte aussi qu'avec ce mode d'utilisation, on va peut-être faire quelques gains de productivité, on va gagner quelques minutes ou quelques heures par semaine, mais ce n'est pas ça qui va être transformatif pour notre business. L'intérêt aujourd'hui, et encore plus dans le cadre de mettre en place par exemple un programme d'affiliation, d'utiliser à la fois l'IA et le no-code pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui le vibe coding. Pour ceux qui découvrent, le vibe coding, c'est développer une application sans avoir à écrire de code grâce à l'intelligence artificielle qui code pour nous, finalement. Et bien, ça va permettre justement de développer les outils technologiques soi-même en autonomie dont on a besoin pour mettre en place, par exemple, des outils logiciels qui vont permettre de suivre une relation avec un affilié. Ça peut être une plateforme, ça peut être un site web, ça peut être une application mobile, ça peut être des processus d'automatisation pour envoyer des emails au bon moment. Tout ça, maintenant, on peut le faire soi-même. Donc, l'IA va permettre à la fois de concevoir le plan de manière stratégique, à condition quand même d'avoir un minimum appris à prompter correctement et à savoir bien se servir de l'IA pour que la réponse soit de qualité. Et ensuite, de développer la solution technologique. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à utiliser aussi l'IA pour avoir les bonnes recommandations sur les outils, comment le mettre en place. Par exemple, aujourd'hui, pour tous ceux qui décident de se lancer dans l'automatisation avec un outil comme Make, par exemple, Make.com, qui est vraiment le leader aujourd'hui sur l'automatisation, eh bien, vous pouvez demander à l'IA de produire le blueprint, c'est-à-dire l'architecture de l'automatisation. Vous l'exportez, vous récupérez le fichier depuis ChatGPT, vous l'importez dans Make et votre automatisation est faite. Vous n'avez même pas besoin d'apprendre quasiment à utiliser Make, rien que pour faire ces petites automatisations-là relativement simples. Alors, quand on t'écoute, ça a l'air simple, c'est clair. Et ce qui est bien aussi avec ce format, je le disais tout à l'heure, on va faire un petit document co-construit ensemble. C'est généralement une quinzaine de slides. On s'en occupe. Tu nous donneras les liens sur lesquels on peut aller chercher les outils et aussi quelques petits exemples, je pense, de prompts, histoire que ça soit concret. Parce que complètement. L'idée, c'est qu'à la fin de ce webcast, les agents, les mandataires, etc., puissent aller prendre toutes ces ressources et dès ce soir, passer une petite demi-heure à geeker. Sans, comme tu le dis, avoir le syndrome de l'objet qui brille. Si tu peux un peu préciser ça, parce que… Oui, c'est un petit peu la difficulté qu'on a aujourd'hui avec l'IA, c'est-à-dire qu'on est tous imprégnés de l'IA hollywoodienne, celle qui fait des choses absolument incroyables et très spectaculaires, qui n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Mais en même temps, quand on regarde un certain nombre de cas d'usage, parfois on se dit « waouh !» On a vraiment l'impression d'être dans Hollywood dans ce cas-là. Et je pense par exemple à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les vidéos, les images, le son. Nous, on utilise beaucoup des outils comme Eleven Labs pour faire des contenus avec ma propre voix. Et même ma mère, quand elle écoute, elle a l'impression que c'est moi qui parle. Donc c'est assez dingue. Donc voilà, cette difficulté à faire… la différence entre la dystopie et la réalité du monde dans lequel on vit est parfois compliquée. Et donc, nous, on dit que c'est très important quand même aussi de rester les pieds sur terre, et surtout dans cette deuxième phase qui démarre aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en application concrète de l'IA dans les entreprises, de commencer par des cas d'usage simples, accessibles. Ça ne veut pas dire que c'est magique. Il y a quand même une montée en compétences pour les premiers qui vont commencer à utiliser Make ou Zapier en automatisation. Ils vont bien se rendre compte qu'il faut quand même monter un peu en compétences, mais… Quelques heures aussi. Oui, quelques heures, voilà, exactement. Les gens qui nous rejoignent sur des formations chez nous, au bout de 3-4 heures, ils savent déjà faire leurs premières automatisations, ils savent faire un site web sur Lovable. Donc, ça va beaucoup plus vite que de faire 5 ans d'études d'ingénieur. C'est ça la beauté du modèle. Mais ce n'est pas magique non plus. On n'a pas de baguette magique. Il faut quand même monter en compétences, en particulier pour les personnes de mon âge, maintenant que j'ai plus de 50 ans, qui ont fait du Word, Excel, PowerPoint toute leur vie. Bon, il faut quand même s'y mettre un peu. En revanche, il faut vraiment s'y mettre parce que ceux qui ne le feront pas, demain, ils seront marginalisés. Très clairement, il y a déjà une fracture numérique aujourd'hui. Elle va s'accentuer à cause de l'intelligence artificielle, donc il y a urgence à s'y mettre. C'est ce qu'on a vu avec Sébastien Tedesco. Pour lui, l'avenir de l'agent immobilier, c'est, comme il dit, l'agent immobilier augmenté, celui qui sait se servir des outils. Nous, on forme des humains augmentés, et quel que soit son secteur d'activité, c'est exactement ce qu'on fait. Ouais, et donc là, pour mettre un premier pas sur ce système justement d'apporteur d'affaires, on voit que c'est vraiment du process.
j'avais pensé, en tout cas quand j'ai échangé avec pas mal d'agents immobiliers, on me disait que l'idéal, en tout cas ce qu'ils faisaient, ils téléchargeaient WhatsApp Business. Et dans WhatsApp Business, donc c'est exactement comme WhatsApp, hein, c'est automatique, ça exporte tout, on ne perd rien et tout. Et c'est à chaque client, quand une transaction est faite, de les flaguer avec plus ou moins la satisfaction client qu'il a pu avoir, pour ensuite les mettre dans des outils. Donc il y a des outils qui se débloquent sur WhatsApp Business, et on peut les mettre dans des listes de diffusion. Donc on va avoir la liste de diffusion des promoteurs, ceux qui sont vraiment ravis du service, ceux qui sont, voilà, il y a eu une très bonne relation, mais la transaction ne s'est pas passée, et les personnes avec qui ça s'est moins bien passé. Et donc, pouvoir garder une relation au fil du temps, tous les 6 mois peut-être, ou tous les 3 mois, lui parler un moment de voilà, l'augmentation dans votre quartier, 3 ans après par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de concret, mais il n'y a pas vraiment d'IA, ça reste manuel. Alors il y a de plus en plus d'IA, parce que d'abord il faut savoir que effectivement WhatsApp ça devient vraiment l'outil un peu incontournable des conversations, même privé business. Le problème c'est qu'on est maintenant dans plein de groupes, qu'on s'y perd et que ça devient un peu la foire comme dans les emails finalement. Si c'est pour déporter le volume de réception de messages qu'on a dans les emails dans WhatsApp, ça tuera aussi la relation avec WhatsApp. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore là et que ça reste encore un bon outil aujourd'hui à utiliser, en particulier dans cette idée et dans ce concept-là. Ensuite, il faut savoir que WhatsApp Business propose une API. Une API, c'est l'espéranto qui permet de connecter les outils entre eux automatiquement et donc d'utiliser des outils comme ManyChat, par exemple, pour piloter, comme un peu avec un lemlist, ces séquences de messages automatisées dans WhatsApp Business. Et surtout, grâce à l'API, on peut aussi connecter une IA. Nous, on le fait tous les jours maintenant chez Allegria pour toutes les personnes qui s'inscrivent à nos événements. Ils sont automatiquement enrôlés dans une conversation WhatsApp avec notre IA. Et construire aujourd'hui une IA qui est capable de dialoguer sur WhatsApp de manière efficace, ça fonctionne très bien et ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Donc je dirais que oui, WhatsApp, c'est encore aujourd'hui le bon canal, mais peut-être plus pour très longtemps, donc il faut en profiter pendant que c'est encore le cas. Que c'est suffisamment automatisable pour pouvoir réinventer une relation de qualité, comme tu l'as dit, c'est très important, avec le bon timing, avec les utilisateurs, et surtout de pouvoir construire sa propre solution, ce qui est quand même un gros avantage pour pouvoir la personnaliser au maximum. Ce qui marche, c'est la personnalisation. Et là, si on arrive à mixer effectivement WhatsApp Business, un outil comme ManyChat et un peu d'IA, on peut faire un truc vraiment sympa. Ouais, c'est vrai que juste en téléchargeant WhatsApp Business, ce que j'ai fait, j'ai eu accès à de nouveaux outils, dont celui de faire ma petite page pro avec mon site internet, un lien vers Instagram, mes horaires d'ouverture, numéro de téléphone, etc. pro. Enfin, oui, en c'est fait, quand même assez précis. Déjà le lien dans la galaxie Meta entre Instagram, Facebook, c'est quand même très intéressant. Je pense que l'acheteur moyen de l'immobilier, c'est un peu le même personnage que celui qui achète des voitures, donc il a plutôt 50 ans que 25 ans généralement, en tout cas celui qui va intéresser les agents immobiliers, c'est celui qui a de l'argent. Et donc cette population est connectée sur ces outils-là. Et on le voit bien, il y a une énorme compétition qui est en train de se faire entre d'un côté Google, Meta et maintenant ChatGPT, OpenAI. Et il ne faut surtout pas oublier que dans cette évolution de la relation, on aura demain directement du e-commerce dans ChatGPT, la publicité qui arrive dans ChatGPT, et que cet écosystème de l'échange direct dans les IA doit absolument être pris en compte dès maintenant, parce que si on peut estimer qu'effectivement WhatsApp va peut-être s'essouffler parce que trop utilisé d'ici 12 à 18 mois, qu'est-ce qui va prendre le relais? C'est clairement ChatGPT et c'est clairement les IA. Et d'ailleurs, certains prédisent qu'on n'utilisera même plus de logiciel, on fera tout directement dans son IA avec des nouvelles interfaces. Donc il faut quand même se préparer aussi à ça. C'est fou la temporalité, on dit dans les 12 prochains mois, avant on disait dans les 5 prochaines années, maintenant c'est terminé. Maintenant ça va très vite. Chaque semaine, tu as des nouveaux outils qui arrivent et tout. Là on a Claude Cowork qui vient de sortir, qui est absolument incroyable, qui fait des choses de ouf directement sur son ordinateur pour classer, ranger, prendre la main sur son ordinateur, faire tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire. Et ces outils et la compétition entre les IA américaines et les IA chinoises d'un côté, je suis désolé, je ne vais pas mettre vraiment les IA européennes dedans parce qu'à part Mistral, il n'y a pas grand monde. Et du côté des Américains, la compétition entre Google, Claude et ChatGPT est très intense et nous bénéficie à tous et ça c'est génial. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'est vraiment top. Donc on voyait tout à l'heure, pour clôturer ces questions qu'on a pu faire ensemble, on voyait que 64% des utilisateurs ne reparlaient pas du tout à leur agent IMO. Il n'y avait pas vraiment de suivi,
Après, bon, l'agent IMO a fait le travail, hein, il a vendu le bien de ses rêves, il n'y a pas de souci. Mais on parle beaucoup d'outils, mais est-ce que c'est plutôt outil ou plutôt mindset, le fait de garder une continuité avec les clients et de réussir à les emmener vers la porteur d'affaires? Oui, moi je pense que c'est les deux, hein. Je reprendrai une phrase d'un de mes investisseurs, Ideas over money, les idées restent la clé de tout ça. Et on le voit, nous par exemple, dans les campagnes de communication qu'on fait pour nos événements en ligne, si on ne se réinvente pas en permanence sur les publicités qu'on va faire, ça baisse très vite et le coût d'acquisition explose très vite. Ouais. Donc il faut faire preuve de créativité, il faut inventer, il faut créer du contenu de qualité, il faut éviter aussi le IA slop, c'est-à-dire tout ce contenu gloubi-boulga créé par des IA mal faites qui sont balancés n'importe comment sur LinkedIn. Donc il y a quand même un gros risque que les gens aussi s'écartent dans les prochains mois des réseaux sociaux parce que la qualité n'y sera plus. Et donc les éditeurs de réseaux sociaux ont bien conscience de ça aussi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de la qualité avec de l'IA. Moi-même, l'essentiel de mes posts LinkedIn aujourd'hui sont générés par de l'IA. Mais j'ai pris le temps de construire quelque chose qui a de la valeur et qui a été réfléchi. Et je ne fais pas non plus que ça. Donc voilà, il y a du boulot pour y arriver, mais je reste convaincu que c'est un mix des deux. Il faut des idées et les bons outils. Quand on a les deux, ça marche. Et tu parles d'idées justement. On se disait qu'il fallait pouvoir relancer au bon moment à chaque fois les clients pour qu'ils ne nous oublient pas. Mais là aussi, on a besoin de créativité pour pouvoir envoyer les bons messages et pas seulement attendre janvier pour dire la bonne année. Mais il n'y a rien de pire que le message automatisé de la bonne année. Il ne sert strictement à rien celui-là. Donc non, il faut justement créer des occasions. Et je pense aussi qu'une tendance de fond que nous on voit beaucoup avec notre communauté, c'est l'envie de se retrouver aussi physiquement en vrai. Et donc il ne faut pas forcément, alors que je suis moi-même dans le digital tous les jours, mais compter que sur le digital. Et le mix qu'on appelle un peu phygital, c'est-à-dire à la fois de garder le lien dans le monde du digital, mais se retrouver régulièrement en physique aussi, c'est très important, surtout sur des produits avec des cycles longs comme celui de l'immobilier. On est aligné avec toi, sache-le, parce qu'on organise les bonnes rencontres un peu partout en France. Tu sais, là où on va donner des conseils aux agents immobiliers. Donc pourquoi pas t'y voir, en tout cas, avec grand plaisir. Ça serait vraiment top de t'avoir avec nous. Avec grand plaisir. Donc là, on en est au conseil actionnable pour clôturer un peu tout ça. Et donc c'est une dernière question pour toi, qui peut être un mot, qui peut être une phrase, comme tu veux. Tous les conseils, évidemment, que tu as donnés seront dans le document qu'on mettra à disposition. Mais si tu peux nous donner un conseil actionnable, un cas d'usage que tu n'as jamais donné avant en ligne. Et c'est difficile parce que tu es tous les jours en ligne. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Donc si tu as quelque chose, que ce soit mindset, que ce soit outil, Ouais, alors j'en ai un que j'aime beaucoup, dont j'ai quasiment jamais parlé parce que c'est quelque chose qu'on a développé et qui est confidentiel pour un client dans un secteur d'activité assez confidentiel. Mais celui-là, je le trouve absolument génial. C'est développer une IA qui te permet, quand tu es dans ta voiture pour aller d'un rendez-vous à un autre, et les agents immobiliers passent leur temps dans leur voiture ou sur leur scooter, de pouvoir dialoguer avec l'IA pour faire le compte-rendu à la voix du rendez-vous de visite qui vient de se faire. Et l'IA va pouvoir ainsi automatiquement remplir le CRM, ce que personne ne fait parce qu'on n'a jamais le temps de le faire quand on rentre le soir. Et à la voix, pendant qu'on va au rendez-vous suivant, on discute avec son IA et l'IA va pouvoir remplir automatiquement ton CRM. Ça, c'est un cas d'usage quand même que je trouve très sympa, qui a été fait dans un secteur particulier qui est celui des visiteurs médicaux pour des raisons que je vous laisse imaginer et qui fonctionne très très bien dans ce secteur-là et que j'imagine pouvoir être très efficace pour les agents immobiliers aussi. Ouais, pour les agents immobiliers et surtout, on connaît le besoin des clients de toujours être au courant des étapes de la transaction. Où en est mon agent IMO? Je lui ai confié mon bien, ça fait une semaine que je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque visite, s'il utilise du coup ce cas d'usage dont tu parles, c'est génial. Et si d'autant plus il arrive à envoyer un mail récap vendeur et un mail récap acheteur en temps réel quasiment. Mais là, il peut faire encore mieux que ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait ouvrir un canal de discussion avec sa propre IA sur WhatsApp et son client pourrait lui poser des questions toute la journée sur qu'est-ce qu'il a fait sur ce dossier. Et l'agent IA ayant accès à la fois à l'agenda, aux emails et aux conversations téléphoniques qui sont enregistrées, l'IA peut lui faire un reporting en temps réel de tout ce qui a été fait sur la semaine. Il y a peut-être certains agents immobiliers qui n'auront pas envie d'avoir ça parce que peut-être que certains ne font pas grand-chose parfois et ceux-là ne l'utiliseront pas. Mais les autres qui font bien leur boulot, je pense que ça peut être quelque chose d'assez simple à mettre en place aussi qui pourrait être très fortement créateur de valeur. C'est un super cas d'usage parce que c'est vrai que même en discutant des fois on brainstorm un peu pour savoir qu'est-ce qui pourrait être mis en avant ou conseillé. On n'a jamais pensé à ça, à cette IA, un agent IA qui va répondre, donc il aura accès à tes mails et à tes conversations et il saura… Et à ton agenda. Et à ton agenda.
Et tu pourrais aussi lui dire le ton à utiliser et certaines choses à dire ou à ne pas dire. Bien sûr, exactement. Tu le prépares avant, tu fais un GPT en fait pour lui donner toutes les consignes de partage, ce qu'il a le droit de partager, pas de partager bien évidemment. Et voilà, c'est une très bonne idée je trouve. Et il faudra m'inviter plus souvent pour qu'on en ait d'autres ensemble. Non, franchement, c'est trop cool. Session de brainstorming en direct. Ouais, exactement. J'espère que les grands groupements verront ça et le déploieront dans leur réseau parce que quand on est agent immobilier, nous on le voit sur le terrain, ils viennent à nos événements, ils sont incroyables. Mais ils nous le disent tout le temps, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour nous, et le soir, pour geeker, pour faire des choses. Donc si toi, tu arrives avec de l'expertise et que le réseau le déploie à tout le monde, venez nous voir, ils économisent. Il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est génial. Trop bien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ces 30 minutes d'expertise. Merci pour la générosité de tes conseils, des réponses que tu as pu avoir. Je leur dis une dernière fois, je l'ai dit beaucoup de fois, mais tu me donneras un peu de prompt, un peu d'outils, tout ce qu'on va pouvoir délivrer. Et on espère du coup se voir aussi en physique avec nos agents immobiliers. Avec grand plaisir. Et moi, j'adore les rendez-vous en physique. En plus, c'est toujours des bons moments et on peut échanger, avoir des idées ensemble. On se nourrit de ces échanges régulièrement chez Allegria. C'est très important pour nous. Trop bien. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi, Julien. À bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode du webcast de l'IMO. J'espère qu'il vous a plu. Pour voir les prochains et les précédents en replay, n'hésitez pas à aller sur Le Bon Coin IMO sur LinkedIn, à nous suivre et à voir un peu tous les événements qu'on peut proposer, que ce soit en ligne comme ici, ou en présentiel, dans le Tour de France qu'on va faire cette année. Et je vous invite à participer au panel Le Cercle de l'IMO. C'est un panel de professionnels de l'immobilier à qui on pose des questions tout au long de l'année et à qui on invite évidemment à des événements. Vous allez aussi recevoir beaucoup d'études durant l'année qui vous aideront à performer sur le terrain. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode du webcast de l'IMO. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le LinkedIn Le Bon Coin IMO pour voir tous les replays et tous les épisodes à venir. Merci beaucoup, à bientôt.